Bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes ici pour écouter une conférence de Rebecca Rogers que je vais présenter. D'abord, Rebecca Rogers est ma directrice de thèse et c'est elle qui m'a invitée à venir la présenter et à venir organiser un petit peu les questions autour de cette conférence. Pour ma part, je travaille sur les questions liées à la construction de l'école laïque au tournant du 19e et du 20e siècle en France, en analysant des trajectoires d'intellectuels et en analysant notamment les positions qu'elles prennent dans les débats liés aux questions d'éducation. Alors ici, nous allons plutôt changer d'horizon pour cette conférence puisque le titre de l'intervention de Rebecca est «L'éducation comme outil d'émancipation, combat de l'ombre dans les États-Unis et l'Angleterre du 19e et du 20e siècle». Donc la conférencière, Rebecca, que je n'ose pas, présenter, qui est, donc membre du comité de direction de la Cité du genre. Cité du genre qui promeut, l'enseignement, et la recherche, en études, du genre, notamment au sein de l'université de Paris. Elle est aussi, chargée de mission égalité femmes-hommes de l'université, Je l'étais, je l'étais. ah, pardon. Elle était chargée de mission, égalité femmes-hommes de l'université, Paris-Descartes. Elle est spécialiste de, l'éducation des filles et elle a, un gros avantage, dans le champ, universitaire qui est, sa très bonne maîtrise, de l'historiographie, anglo-saxonne qui lui permet donc de s'aventurer, sur, les terrains de l'Angleterre et des États-Unis, dont elle va nous parler, tout de suite. Juste peut-être quelques consignes avant de lui laisser la parole. Merci de bien garder vos micros éteints pendant la conférence. Et puis, si vous avez des questions au fur et à mesure, vous pouvez les inscrire dans le chat. Moi, je vais veiller à les noter pour pouvoir ensuite vous redonner la parole s'il y a des réactions ou des questions à la suite de cette conférence. Voilà, je vous remercie. Je laisse la parole à Rebecca. Merci beaucoup, Mélanie, d'avoir accepté cet exercice. Mais je pense qu'en réalité, étant donné vos objets de recherche, on aura beaucoup de choses à discuter entre nous s'il n'y a pas de personnes avec des questions. Donc, merci aussi à Anne Cupiec et aux organisatrices du Mois des égalités de me donner cette occasion de réfléchir à l'éducation de façon un peu décentrée en allant regarder une histoire du côté des États-Unis et de l'Angleterre, plutôt au 19e puis début 20e siècle, un peu une volonté de mettre en avant ce qu'on ne voit peut-être pas en France quand on regarde l'éducation en France. Donc, ce que je voudrais faire dans cette conférence, c'est évoquer la manière dont l'éducation des femmes a été mobilisée dans des moments critiques de l'histoire états-unisienne et britannique, en commençant avec la guerre d'indépendance aux États-Unis au XVIIIe siècle et allant en gros jusqu'à la période de l'entre-deux-guerres. Alors, dans cette promenade dans l'histoire, je cible un certain nombre de personnes, essentiellement des femmes, des classes moyennes, qui ont écrit et milité pour que les filles reçoivent plus d'instruction. Et je vais mettre l'accent sur la nature des revendications et la rhétorique déployée avant d'évoquer les caractéristiques des institutions scolaires qui se développent et puis leur évolution dans le temps. En me déplaçant en territoire anglophone, je m'éloigne de mes propres terrains de recherche, mais j'essaierai de faire des rappels de la situation en France pour que vous ayez un peu une comparaison. Et j'ai l'énorme avantage, en regardant ce qui se fait aux États-Unis et en Angleterre, de pouvoir m'appuyer sur une longue tradition dans les deux pays de travaux portant sur les femmes pédagogues et les femmes enseignantes, beaucoup plus que ce qu'on peut trouver en France. Donc, j'ai prévu 3 temps en général, je prends beaucoup plus de temps pour le début pour planter un petit peu le décor, ce qui risque d'être le cas. Donc, de vraiment regarder ce moment dans la dernière moitié, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle où un certain nombre d'idéologies sont forgées,
puis de regarder un moment contestataire du milieu du 19e siècle avant de regarder la situation au début du 20e siècle, alors que l'accès à l'éducation est acquis pour les femmes, mais où les difficultés continuent. Alors, je vais commencer avec cette notion de Republican Motherhood qui a été forgée déjà en 1980, donc il y a plus de 40 ans, par une historienne des femmes, Linda Kerber, dans ce livre que vous voyez qui s'appelle Women of the Revolution, Intellect and Ideology in Revolutionary America. J'ai eu la chance d'être collègue de cette historienne qui est une des grandes figures de l'histoire des femmes aux États-Unis. Et dans ce livre, il y a un chapitre spécifique qui pose la question « Why should girls be learned or wise ?» Pourquoi les filles devraient être savantes et, bon, je n'ai pas préparé ma traduction, wise. Dans son étude, elle forge cette notion de Republican Motherhood. Il s'agissait, selon elle, d'une idéologie forgée par des femmes blanches, libres, pour participer au mouvement d'indépendance par rapport à l'Angleterre et pour affirmer un rôle spécifique pour les femmes dans cette période, à la fin du XVIIIe siècle. Un rôle spécifique qui leur permettait d'expérimenter de nouvelles formes d'autonomie politique. Alors, l'association de Republican avec Motherhood est assez explicite. C'est bien à travers la maternité que les femmes réclament une place dans la nouvelle République aux États-Unis. Comme futures mères de citoyens et de citoyennes, elles devaient profiter d'un accès à l'instruction qui leur permettrait d'assumer ce rôle. En précisant d'emblée que les différentes femmes dont elles parlent sont, comme celles que vous voyez à l'écran, des femmes, elles-mêmes instruites, des classes moyennes, voire aisées. Elles sont toutes blanches et elles vont beaucoup participer au débat des idées à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis par rapport à la place des femmes dans ce processus d'autonomisation, d'indépendance par rapport à l'Angleterre. Alors, celle sur laquelle Linda Kerber s'attarde beaucoup, c'est cette Judith Sargent Murray, qui est une dame de la Massachusetts, donc la côte Est, et celle qui développe le plus cette idée que l'indépendance politique devrait être un catalyseur pour l'autonomie féminine. Dans une série d'articles qu'elle écrit dans les années 1780-1790, elle critique l'éducation proposée aux femmes dans les classes moyennes et revendique l'idée d'une instruction qui permettrait l'égalité entre les sexes, comme vous voyez dans cet extrait de son article sur On the Equality of Sexes. L'instruction qu'elle préconise devrait encourager la pensée rationnelle, l'indépendance, les habitudes d'ordre et d'industrie, elle dit. J'espère, écrit-elle, voir nos jeunes femmes initier une nouvelle ère dans l'histoire des femmes. Évidemment, les idées de Sargent Murray étaient potentiellement très radicales dans le lien qu'elle établit entre éducation et égalité des sexes, mais l'association entre républicanisme et maternité est tout aussi capable de nourrir un discours plus conservateur, comme nous le verrons plus tard. Mais les écrits de Sargent Murray, Abigail Adams, qui deviendra femme du deuxième président des États-Unis, ou Mercy Otis Warren, sont les figures sur lesquelles Linda Kerber s'attarde. Leurs écrits développent l'idée que le domestique pouvait être un lieu politique, où les femmes avaient un rôle clé à diffuser leurs revendications de plus grande autonomie. Et Abigail Adams, dans sa correspondance qui sera publiée à partir de 1840 et qui aura un grand succès aux États-Unis, on voit la manière, par exemple, dans sa correspondance, où elle va contester l'autorité du mari sur son épouse. Donc, un peu le fondement de l'organisation au sein du foyer. Cette valorisation de l'action des femmes dans l'éducation et la socialisation des jeunes à ce rôle maternel sera un outil
important pour des revendications plus concrètes par la suite, pour créer des écoles, pour insister sur le besoin de formation pour les enseignants, pour étoffer des programmes scolaires. Et en cela, cette idéologie ressemble beaucoup à ce qu'on trouve chez les républicains français sous Ferry 100 ans plus tard. Donc, on voit vraiment un parallèle, mais avec un siècle entre les deux. Alors, ces idées de revendication et d'émancipation, ces revendications d'émancipation intellectuelle pour les femmes sont évidemment pas isolées. En Europe, on trouve toute une série de figures, et en Angleterre, le groupe qui s'appelle les Blue Stockings est parmi celles qui sont les plus identifiées. C'est un groupe informel formé à partir de 1769, des femmes avec des goûts littéraires, qui se réunissent dans des groupes mixtes, hommes et femmes, de façon assez informelle, d'où vient en principe cette notion de bas bleu. On peut venir sans faire un grand effort d'habit, et où hommes et femmes échangent sur des questions littéraires. Donc, par beaucoup de côtés aussi, on voit une similarité avec des salons littéraires, voire politiques, qu'on trouve en France, où des femmes cultivées jouent un rôle assez important aussi. Ce qui est sans doute différent, c'est qu'à l'époque, ces femmes sont bien perçues comme étant que c'est quelque chose d'un peu exceptionnel pour des femmes de se réunir pour revendiquer leur participation au débat littéraire de la période. Mais on est plutôt sur un registre littéraire. Des revendications plus féministes viennent avec Mary Wollstonecraft, et notamment dans son texte très connu, Vindication of the Rights of Women, qui est publié en 1792 et traduit 4 mois plus tard en France sous le titre Défense des droits des femmes. Ce texte est une réponse au rapport du Talleyrand pour l'instruction publique en 1791 pendant la période révolutionnaire. Ce rapport où il va restreindre l'éducation des femmes aux sphères domestiques. Il écrit Talleyrand: la maison paternelle vaut mieux à l'éducation des femmes. Elles ont moins besoin d'apprendre à traiter avec les intérêts d'autrui que de s'accoutumer à la vie calme et retirée. C'est au sein de leur famille qu'elles doivent en recevoir les premières leçons et les premiers exemples. Que toutes vos institutions tendent donc à concentrer l'éducation des femmes dans cet asile domestique. Alors, cette question de qu'est-ce qu'on propose aux femmes pendant la Révolution française est beaucoup débattue, mais là, Mary Wollstonecraft, qui sera en France pendant une partie de cette période, va dédicacer son traité à Talleyrand, en lui écrivant, ayant lu avec grand plaisir une brochure que vous avez dernièrement publiée, je vous dédicace ce volume pour vous inciter à reconsidérer le sujet, donc sur l'instruction publique, et peser mûrement ce que j'ai avancé concernant les droits des femmes, les droits de la femme et l'éducation nationale. Donc, on voit dans cette dédicace, je vous traduis une partie, mon raisonnement principal est construit sur ce principe simple, à savoir que si la femme n'est pas préparée par l'éducation à devenir la compagne de l'homme, elle entravera le développement du savoir et de la vertu, la vérité devant être commune à tous, sinon il sera inefficace en termes d'influence sur la pratique générale. Comment peut-on espérer que la femme coopère si elle ne sait pas pourquoi elle doit être vertueuse? Si la liberté ne renforce pas sa raison pour qu'elle comprenne ses devoirs et pour qu'elle voie de quelle manière celui-ci est lié à son bonheur véritable. Et elle termine avec l'idée que l'éducation et la situation des femmes à cette époque ne lui permet pas de participer au bon fonctionnement de la société et aux intérêts civiques de l'humanité. Donc, elle insère les femmes clairement dans ces projets civiques de la période révolutionnaire et elle incite sur le fait que l'éducation est la clé pour le devenir des femmes, pour qu'elles puissent participer pleinement. Elle défend
dans le texte que vous voyez à gauche, Thoughts on the Education of Daughters, l'idée d'une éducation fondée sur la raison, un texte qui va circuler au 19e siècle. Et on voit bien la manière dont les idées de Mary Wollstonecraft seront reprises par d'autres figures de pédagogues et de féministes. Bon, le terme est anachronique à l'époque, évidemment. Mais là, une autre Anglaise, Mary Hayes, qui après avoir lu Mary Wollstonecraft, va associer le piètre état de l'éducation des femmes à la tyrannie des gouvernements. Donc, dans son texte, elle insiste sur les coutumes, les modes d'éducation existants qui sont dégradants pour le caractère des femmes, et elle associe cette piètre éducation, elle le formule dans des termes politiques. De ce premier foisonnement intellectuel au XVIIIe siècle, on voit des prolongements au XIXe siècle, dont certains sont clairement dans une continuité de revendication d'une forme d'émancipation intellectuelle qui serait associée à une vision assez politique d'un remaniement de la place des hommes et des femmes et de la société. Mais on voit évidemment d'autres prolongements qui sont plus conservateurs. Et c'est d'ailleurs ce sur quoi Linda Kerber insiste dans ses analyses sur cette idéologie de la maternité républicaine, qu'elle est évidemment ambiguë, en insistant aussi bien sur le rôle de la mère et sur la dimension politique du rôle de la mère, qu'elle peut tout aussi bien justifier la participation des femmes à la culture civique, mais en même temps restreindre l'action des femmes et l'accès à une citoyenneté pleine et entière. Parce qu'à côté de cette valorisation de l'activisme civique des femmes, il y a aussi la valorisation du rôle de la femme au sein de la famille. Et dans ses travaux, elle insiste sur le fait que on voit cette ambiguïté qui continue tout au long du 19e, voire du 20e siècle. Donc, de l'autre côté, je voulais insister aussi bien sur cette idéologie potentiellement anticipatrice, avec cette autre idéologie du 19e siècle davantage, associée à cette notion de l'ange au foyer, the angel in the house. Dans les premières décennies du 19e siècle, on voit sous la plume d'autrices plus conservatrices, et notamment sous l'effet du réveil religieux, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, le réveil au sein du protestantisme, un message sur la place des femmes qui devient nettement plus conservateur, sans pour autant perdre l'idée que pour ce rôle au sein de la maison, il faut un enseignement plus sérieux. Alors, évidemment, on a un peu de mal aujourd'hui à percevoir la dimension contestataire d'une telle idéologie qui vante la place des femmes au sein de la maison. Mais je crois qu'il faut bien voir la manière dont les femmes qui manient cette rhétorique vont ensuite faire des propositions, ouvrir des institutions et faire bouger la situation pour les femmes, essentiellement des classes moyennes dans les deux pays. Alors, les historiennes ont beaucoup travaillé sur cette question de cette idéologie de la domesticité, domestic ideology, qu'on voit dans ce tableau du couple royal où c'est le foyer et la reine Victoria comme mère qui est mise en avant plutôt que l'autorité civique. Et je voudrais utiliser deux exemples de femmes, une en Angleterre, l'autre aux États-Unis, pour montrer ce que font certaines femmes avec cette idéologie. Et je précise que cette notion de Angel in the House, ça vient d'un poème de Coventry Patmore, dont vous voyez le début, qui est publié en 1854 et qui est
pas un poème qu'on apprécie forcément beaucoup aujourd'hui, mais qui a eu énormément de succès à l'époque. Alors, parmi les figures, la figure anglaise dont je voudrais parler, c'est cette Hannah More, qui est vraiment une figure à cheval sur les deux siècles, une figure de transition parce que c'est une femme qui vient de la gentry provinciale désargentée, hein, qui va ouvrir une école assez tôt, dans les années 1750, mais elle est aussi dramaturge, elle fréquente les Blue Stockings à un moment, même elle s'en moque un peu. Elle va défendre l'émancipation des esclaves, mais c'est quelqu'un qui est vraiment pris dans ce réveil protestant, hein, du évangélicalisme, et ses écrits vont progressivement prendre des nuances plus pieux et plus didactiques, tout en revendiquant, comme vous voyez, le développement d'un modern system of female education. Elle est également elle est soucieuse elle est soucieuse de préciser que cette éducation meilleure doit permettre aux femmes de jouer son rôle au sein du foyer. Donc, c'est vraiment l'une des figures sur lesquelles s'attardent les historiennes Leonore Davidoff et Catherine Hall, lorsqu'elles parlent de cette montée de cette idéologie de la domesticité dans la première moitié du 19e siècle en Angleterre. C'est une des pédagogues, une des écrivaines de cette idéologie des sphères séparées, les hommes pour le public, les femmes pour le privé. Elle va tout autant encourager le développement d'écoles pour les pauvres et des enseignements plus sérieux pour les jeunes filles. Aux États-Unis, on connaît bien cette figure de Catherine Beecher, qui est là d'une autre génération, pleinement une figure du 19e siècle, et sur lequel on a l'avantage d'avoir eu une biographie très tôt hein, dans l'histoire des femmes aux États-Unis, puisque ce livre de Catherine Kish Sklar sur Catherine Beecher est publié en 1873. Donc Beecher est son père est pasteur presbytérien, sa mère est éduquée et tient même une école de filles. C'est une femme qui va bénéficier d'une éducation pour jeunes filles de bonne famille. Mais au moment du décès de sa mère, lorsqu'elle a 15 ans, elle va retourner auprès de son père. Elle était dans un pensionnat et elle va commencer à aider son père, à commencer à écrire et à enseigner. Et lorsque son fiancé va mourir, elle décide d'elle-même d'ouvrir un séminaire, un academy à Hartford, dans le Connecticut, où ils vivent. C'est quelqu'un qui est connu aux États-Unis, surtout pour cet ouvrage que vous voyez en bas à droite, qui est un traité d'économie domestique. Donc, on est bien dans cette même idée que les femmes doivent être mieux éduquées pour mieux tenir leur maisonnée. Mais on voit dans le travail de Catherine Kish Sklar la manière dont cette idéologie de la femme au foyer, auquel elle donne une tonalité assez missionnaire, comme vous voyez dans la citation à gauche, elle voit l'institutrice chrétienne qui va de façon douce et sans faire de bruit prendre sa place, assembler autour d'elle des enfants ignorants, leur apprendre des habitudes de propreté, d'ordre, d'économie, va leur ouvrir le livre du savoir, va leur inspirer les principes de moralité, l'espoir de l'immoralité. Donc là, elle a tout un discours par rapport aux pauvres, et pour les classes, les filles comme elle, de milieu des classes moyennes, mais peut-être pas sans beaucoup de dot, elle ouvre après son institution à Hartford, elle va ouvrir une autre institution dans l'Ohio où son père va déménager.
Et puis, finalement, cette institution, le Milwaukee Female Seminary, que vous voyez en bas, où elle ne va pas rester comme enseignante, mais qui va vraiment être une institution pour former les enseignantes. Et donc, elle va de plus en plus promouvoir l'enseignement, les écoles normales, et l'idée que les enseignantes doivent avoir une formation de type professionnel. Et aux États-Unis, on a toute une série de travaux qui nous permettent de voir comment d'autres femmes vont s'emparer de cette idée de la place de la femme au foyer pour finalement œuvrer pour la professionnalisation de la carrière de l'institutrice. Je vous donne une série d'exemples avec Mary Lyon, qui va fonder ce qu'on appelle le Female Mount Holyoke Female Seminary dans l'État de Massachusetts, et va devenir une institution qui va devenir une institution d'enseignement supérieur pour les femmes et qui est encore aujourd'hui l'une des grands établissements pour les femmes aux États-Unis. Ce qui caractérise Mary Lyon et les autres femmes dont je vais parler, c'est une volonté vraiment de donner un contenu plus sérieux à l'enseignement des filles, et notamment ce que les travaux des historiennes américaines ont montré, avec une place importante aux sciences au cours du 19e siècle, souvent tout autant d'études scientifiques que dans les établissements un peu similaires pour les garçons. Emma Willard est certainement l'une des plus connues de ces figures qui ont bâti l'idée d'un métier de femme enseignante, de femme qui doit avoir une formation sérieuse autour dans un établissement normal. Et Emma Willard, on la connaît en partie parce qu'elle vient en France et elle va visiter les établissements de la Légion d'honneur sur lesquels j'ai beaucoup travaillé et juger que, bon, c'est pas mal ce qu'on fait en France, mais on a tendance en France à mettre beaucoup trop d'élèves ensemble, ce qui génère un besoin constant de surveillance et ce qui contribue à les infantiliser les élèves, ce qui n'empêche pas quand même de ramener une jeune fille de la Légion d'honneur chez elle pour enseigner le français. Elle va aussi créer cette association pour l'amélioration des enseignantes dans ce mouvement qui est un peu partagé dans le nord-est et dans le Midwest américain. Mais évidemment, je vous mets en avant les personnes avec le discours peut-être le plus revendicatif par rapport au développement de l'instruction pour les filles. Dans ce culte autour du true womanhood, on voit très souvent ce type de constat, de réaction de la part de directrices d'établissements pour les femmes qui insistent sur le fait, ben oui, on veut améliorer l'éducation des femmes, mais ce n'est pas pour l'éloigner de sa propre sphère, mais c'est au contraire pour lui permettre de mieux agir au sein du foyer. Donc, associé avec ces établissements qui proposent un programme d'études sérieuses, on va quand même essayer de ne pas effrayer une clientèle qui voit l'avenir majoritaire pour des jeunes filles des classes moyennes au sein de la famille. Et vous voyez là encore, même quand on va préciser la nature du programme, on explique,
On ne va évidemment pas former des navigatrices, des opticiennes, celles qui vont créer des almanachs, ni des mécaniciens, des mineurs, des ingénieurs, des médecins, mais il faut quand même qu'elles connaissent un peu d'arithmétique et qu'elles connaissent encore mieux la cuisine et la chimie. En Angleterre, on a, pendant la première moitié du 19e siècle, un système très libéral, avec l'État intervient très peu, aussi bien pour les garçons que pour les filles, et donc il n'y a pas un grand effort de systématiser l'éducation des filles. Donc on voit surtout multiplication de petits établissements un peu familiaux, donc on a quelques figures, mais il n'y a pas des figures de la même stature en Angleterre que ce qu'on voit aux États-Unis. Et c'est plutôt à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, dans le contexte d'un mouvement féministe à partir des années 50, et à partir aussi d'une série de commissions qui ont lieu dans les années 1860, qui font apparaître l'hétérogénéité et la piètre qualité de beaucoup d'établissements de filles. Et donc, c'est plutôt avec un petit décalage avec les États-Unis qu'on va commencer à avoir un mouvement qui revendique la création d'établissements de formation plus sérieuses pour les femmes. Et donc, j'insisterai là sur le fait que ce mouvement d'institutionnalisation en Angleterre, mais aussi aux États-Unis, est beaucoup irrigué par les débuts d'un mouvement des femmes à partir du milieu du 19e siècle. Donc là encore, avec quelques... alors, il y a des mouvements évidemment en France en 1848, mais il faut plutôt attendre la fin des années 60 et le début de la Troisième République pour qu'un mouvement se constitue en France, alors que dès 1948 aux États-Unis, on a ce beau texte à Seneca Falls des féministes américaines qui vont imiter, comme Olympe de Gouges l'a fait pour la Déclaration des droits de l'homme, va imiter la Déclaration de l'indépendance pour le tourner à l'avantage des femmes. Donc, je lis simplement quelques passages. Donc, si vous connaissez la Déclaration d'indépendance américaine, c'est très, très frappant, mais peut-être le deuxième colonne, nous tenons comme vérité allant de soi que tous les hommes et les femmes sont créés égaux, qui sont doués par le Créateur de certains droits inaliénables, que parmi ceux-ci sont la vie, la liberté et la poursuite du bonheur. Je saute. La prudence, en effet, veut que les gouvernements établis depuis longtemps ne doivent pas être changés pour des causes passagères et légères, mais lorsqu'une longue suite d'abus et d'usurpations tendant invariablement au même but marque un dessein de les soumettre au despotisme absolu, il est de leur devoir de rejeter un tel gouvernement et de fournir de nouvelles garanties à leur sécurité future. Telle a été la patience des femmes sous ce gouvernement et telle est aujourd'hui la nécessité qui les contraint à demander l'égalité à laquelle elles ont le droit. Et donc, on voit se développer aux États-Unis un mouvement des femmes très associé aussi au mouvement pour l'abolition de l'esclavage. Et dans le sillage, là, on voit notamment ces établissements dont je vous ai parlé, ces seminaries et ces academies fondés dans la première moitié du 19e siècle, qui ont tendance à se transformer, devenir plus clairement des institutions qui forment des enseignantes et à devenir des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, c'est à ce moment-là que sont créés, à partir des années 60, des women's colleges, donc des établissements d'enseignement supérieur pour des femmes, et notamment les 7 sœurs que vous voyez en dessous, qui sont les 7 grands établissements pour femmes, encore aujourd'hui, encore... Bon, ils ne sont pas tous, Radcliffe a été absorbé par Harvard,
mais qui reste une référence dans l'enseignement supérieur aux États-Unis. Vassar, je pense, est devenu mixte. Mais et là, vous voyez Radcliffe, qui est donc le pendant de Harvard, créé à partir de 1978. Cette deuxième moitié du 19e siècle est aussi un grand moment de démocratisation de l'accès à l'enseignement aux États-Unis et surtout à des études de type secondaire avec la création des high schools qui sont des établissements mixtes plutôt pour les petites classes moyennes et qui se généralisent rapidement sur le sol américain et qui attire beaucoup les filles. Et à la fin du 19e siècle, les filles sont déjà majoritaires au sein des high schools. On voit aussi, alors que d'un côté, on voit des créations d'établissements féminins d'enseignement supérieur, on voit aussi l'arrivée de la mixité dans des établissements d'enseignement supérieur, avec le tout premier établissement qui est celui de Oberlin College, qui est dans l'Ohio, dans le Midwest, fondé en 1833 et qui, dès 1837, s'ouvre aussi bien aux femmes et aux Africains américains. Donc, il y a cette hétérogénéité dans l'enseignement supérieur aux États-Unis qui continue à le caractériser et dans les deux cas qui ouvre des possibilités pour les femmes qui n'existent pas du tout à cette même période en France. Oups. En Angleterre, on voit aussi le développement d'un mouvement pour étendre de façon plus systématique l'enseignement pour les filles, notamment des classes moyennes, autour de... Alors, j'ai sauté, excusez-moi, j'ai sauté un slide, qui est beaucoup provoqué par un grand débat après le recensement de 1851 qui semble indiquer qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a ces femmes surnuméraires qui ne vont pas trouver d'époux. Et donc, du coup, puisqu'ils ne vont pas trouver d'époux, il faut qu'elles aient une éducation qui leur permette de gagner leur vie. Et c'est donc autour de 48 et 49, on voit les premiers établissements qui vont devenir des établissements d'enseignement supérieur, mais qui, dans un premier temps, sont des établissements où on cherche à mieux former les gouvernantes. Donc, vous voyez Queen's College qui est fondé sous l'initiative du Governess as Benevolent Institution avec l'idée que les gouvernantes jouent un rôle important dans des familles, mais elles ne sont pas bien formées, donc il leur faut une formation plus professionnelle. Et puis, vous voyez la création de Bedford College qui sera intégré à l'Université de Londres 50 ans plus tard et qui sera un lieu où beaucoup des réformatrices de la deuxième moitié du siècle vont y passer, soit pour être formées, soit en ayant des postes dans ces établissements. En Angleterre, ce développement est accompagné par un mouvement d'associations et de femmes qui s'identifient comme des féministes. On parle notamment des Ladies of Langham Place à Londres, qui vont fonder la Société pour la promotion de l'emploi des femmes et qui vont créer cette première revue féministe anglaise, The English Women's Journal, qui deviendra par la suite The English Women's Review. Donc, deux de ces figures, Barbara Lee Smith Bodichon et Bessie Renier Parks, ce sont des femmes qui se sont beaucoup investies dans l'éducation. Là, c'est moins des éducatrices elles-mêmes que des personnes qui ont écrit sur le besoin d'améliorer l'éducation et qui vont jouer un rôle de politique, en quelque sorte, pour promouvoir un enseignement plus professionnel
pour les femmes des classes moyennes et donc promouvoir un enseignement pour aider les femmes pour aller vers des métiers plus qualifiés. Et ce mouvement accélère beaucoup à partir du dernier quart du 19e siècle en Angleterre, avec des associations féministes dans ce contexte de vouloir systématiser un peu plus l'enseignement secondaire pour les filles en Angleterre, après le constat dans les années 1860 que c'était extrêmement hétérogène et souvent de piètre qualité. Donc, vous voyez quelques-unes de ces associations, notamment the National Union for Improving the Education of Women, the Girls Public Day School Company, qui vont être derrière la création d'établissements pour les filles. Et on voit dans ce contexte des figures de femmes qui ont à la fois écrit des mémoires et sur lesquelles on a pas mal de travaux qui permettent de connaître leurs engagements sur le temps long, hein. Notamment cette Dorothea Beale, par exemple, dont je vous ai mis une image en tauge, hein, parce que on va en 1912, l'université d'Édimbourg va lui décerner un doctorat pour ses services pour l'éducation. Elle va être une professeure de maths à Queen's College dont je vous ai parlé, et elle va faire des visites d'écoles en Suisse et en Allemagne, essayer de se renseigner sur ce qui se fait ailleurs, et elle va avec Frances Buss assurer la présidence de l'association of Headmistresses qui est fondée en 1874 et du coup qui est une association qui permet à ce que ces femmes aient une voix publique et donc une forme de conscience professionnelle qui apparaît de façon bientôt hein, par rapport à la France. Dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit aussi tout un développement de Reformed Girls High Schools, c'est-à-dire des institutions qui sont en rupture avec les institutions qui existaient avant, qui ne sont pas organisées en internat, mais qui ont comme objectif d'aider les filles à passer des examens pour aller à Cambridge et à Oxford. Et on voit dans ces Reformed High Schools de la fin du 19e siècle de plus en plus une volonté de se calquer sur les écoles masculines, abandonnant cette ambiance familiale et surtout on voit là l'idée de la domesticité n'est pas très présent dans ces établissements. C'est dans ces établissements aussi où se développe un sport, le sport pour les filles. Et on a et elles vont beaucoup contribuer à la meilleure réputation des établissements pour les jeunes filles. Et puis, ce qui se développe aussi beaucoup à la fin du 19e siècle, c'est l'opportunité pour les filles pour les femmes de poursuivre des études supérieures. Donc, on voit l'ouverture d'établissements féminins à l'intérieur d'Oxford et de Cambridge, Girton College et Newnham College, en même temps que c'est difficile d'obtenir les diplômes de fin d'études et qu'en fait, les universités plus récentes vont être plus accueillantes pour les femmes. L'Université de Londres étant le premier à s'ouvrir pour les diplômes pour les femmes. Et dans ce mouvement d'accès à l'enseignement supérieur, on voit ces Ladies Educational Associations qui vont continuer à jouer un rôle important en soutenant le projet des filles et des femmes d'avoir à la fois accès à l'enseignement supérieur et puis d'avoir accès à la possibilité d'enseigner dans le supérieur. Donc, vous voyez quelques chiffres, donc je n'ai pas trouvé des chiffres qui permettent de comparer en même temps,
Et vous voyez qu'en France, en 1900, il y a 2% d'étudiantes à l'université. Elles sont déjà 16% en Grande-Bretagne. Je ne sais pas aux États-Unis, mais en 1920, elles sont déjà presque la moitié du public. Donc, il y a une avance américaine suivie des Anglaises et les Françaises qui ont plus de mal. Alors, je voudrais terminer en regardant la manière dont ce développement d'un enseignement secondaire puis supérieur va aussi être accompagné par un mouvement féministe qui cherche à aider les femmes à aller vers plus d'égalité avec les hommes. En gros, l'avant-histoire des chargés de mission égalité dans nos établissements. Mais avant, je voulais quand même aussi insister sur le fait que cette ouverture aux femmes d'un champ plus grand des possibles. Jusqu'à présent, j'ai parlé que des femmes plutôt des classes moyennes et des blanches, mais qu'il y a un mouvement aussi au début du XXe siècle qui concerne les femmes africaines-américaines dont le sillage de figures plus connues comme Booker T. Washington et W.E.B. Du Bois. Et celle sur laquelle on a le plus d'études, c'est cette Mary McLeod Bethune, qui est fille d'esclaves, qui est une éducation chez les missionnaires, qui pense dans un premier temps qu'elle voudrait être missionnaire, mais qui finit par ouvrir une école primaire en Floride, et qui va progressivement devenir une institution une école, un high school mixte, et puis un établissement d'enseignement supérieur qui s'appelle the Bethune Cookman College, avec une orientation qui s'appuie sur la direction lancée par Booker T. Washington sous le modèle du Tuskegee Institute, c'est-à-dire avec beaucoup d'industrial training, donc un enseignement qui joint les savoirs académiques avec les savoirs plus industriels. Elle sera aussi fondatrice du National Association of Colored Women's Clubs et elle sera la consultante de Roosevelt sur les affaires des minorités dans les années 1930. Du côté des études supérieures, on voit cette figure de Martha Carey Thomas est intéressante parce qu'on voit que malgré tout, les filles qui bénéficient d'un enseignement sérieux au niveau supérieur aux États-Unis, à la fin du 19e siècle, il y a beaucoup de difficultés encore à poursuivre des études, notamment si on veut devenir médecin ou avocat. Et elles vont du coup venir en Europe. Et là, en l'occurrence, Thomas ira à l'université de Zurich et deviendra par la suite présidente de l'un de ces établissements très reconnus aux États-Unis, qui est Bryn Mawr College, en développant une réputation de rigueur dans les études qui n'a plus rien à voir avec la domesticité dont j'ai parlé au départ. Et c'est ce moment du début du XXe siècle où on voit l'international qui est de plus en plus une solution pour des femmes dans des pays nombreux où il y a des barrières opposées aux études supérieures, où parfois, si on peut faire des études, on n'a pas le droit d'avoir les diplômes. Et donc, c'est le moment où les universités suisses vont accueillir notamment beaucoup de Russes pour qui il y a à la fois une fermeture aux femmes et des pogroms contre les juifs qui font que beaucoup de femmes russes finissent par faire des études dans les différentes universités suisses. Et puis, je vous donne quelques exemples d'autres figures des États-Unis, de la Russie, de la Grande-Bretagne,
de femmes qui viennent faire des études médicales en France, et ça, on le sait depuis longtemps, que les étrangères sont très importantes dans le développement, sont les premières étudiantes en France dans les universités avant la Première Guerre mondiale. Bon, je vois que je suis un peu lent, donc du coup, je passe un peu rapidement pour dire quand même que faire des études dans le supérieur, ça reste un combat pour avoir un poste dans le supérieur pour les femmes, avec des différences très nettes entre les différents pays. La présence d'écoles, de women's colleges, évidemment favorise des postes dans l'enseignement supérieur en Grande-Bretagne et aux États-Unis, alors qu'il faut attendre en France. Marie Curie est très exceptionnelle en France au début du XXe siècle, et il faut plutôt attendre après la Deuxième Guerre mondiale pour que le nombre de femmes profs commence à être significatif. Et je voulais simplement terminer en insistant sur le rôle de l'international dans cet accès et dans les discussions sur on a gagné l'idée que les femmes doivent avoir une éducation, mais ensuite avoir une éducation pour jouer sur le plan économique avec les hommes en ayant la même place dans l'espace public. Eh bien, c'est un combat qui continue évidemment aujourd'hui et qui est accompagné par des mouvements internationaux. Et celui avec lequel je termine serait donc cette Fédération internationale des femmes diplômées de l'université, fondée par une Anglaise et une Américaine, et qui va mener le combat dans l'entre-deux-guerres pour que les femmes qui ont pu bénéficier d'une éducation puissent ensuite faire quelque chose avec cette éducation, avoir des professions. Donc, vous voyez là le congrès de cette fédération en 1922, excusez l'erreur de frappe, une association qui, dans un premier temps, imagine qu'elle va œuvrer pour la paix, hein, on est en 1919, et qui va rapidement œuvrer pour des intérêts professionnels des femmes diplômées, agir pour l'égalité, pour les salaires, etc. Et je terminerai ici avec un certain nombre de couvertures d'ouvrages portant sur des femmes éducatrices aux États-Unis, en Angleterre, mais aussi un peu plus largement, pour insister sur le fait que ce qui me frappe en tant que spécialiste de l'éducation des femmes, c'est la manière dont les historiennes américaines et britanniques ont depuis très longtemps mis en avant l'action des différentes femmes qui ont créé des établissements, qui ont écrit, qui ont publié des manuels, qui ont fait bouger les lignes pour les femmes depuis le XVIIIe siècle jusqu'au XXe siècle, et que des travaux similaires en France, il n'en indique pas, il n'y en a pas tant que ça. Une espèce de... Alors, il y a moi-même, j'ai travaillé sur ça, Françoise Mayer, mais souvent sans l'angle plus biographique que donnent les historiennes américaines et britanniques. Et j'y pensais en étant invitée à parler de notre première bachelière française, Julie Victoire Boudaudier. Alors, il existe une biographie, mais qui est très, très modeste, et encore rien d'un peu sérieux sur elle, et d'où un peu un appel à faire découvrir ces personnes, ce que fait en partie Mélanie Fabre dans sa thèse, puisque c'est vraiment autour d'une série de figures de femmes, dans l'ensemble très mal connues, mais qu'elle nous montre à quel point en France, il y a aussi des femmes qui ont participé au débat public et ont joué un rôle dans les discussions par rapport au rôle sexuel des hommes et des femmes dans la société française. Donc, merci de votre attention et au plaisir d'échanger avec vous.
Et je sais ce Alors, que je fais. merci, beaucoup Rebecca pour cette, conférence, très dense. Alors je vois bien, comment dire? Le pont, qui se tend vers, mes propres travaux, dans l'ouverture, de votre conclusion. Il est vrai que dans votre conférence, vous avez évoqué, énormément de noms féminins et je suis pas sûre d'actrices, en fait, de ce renouvellement, des questions liées à l'éducation des filles, au 18e et 19e et au début du 20e siècle et je suis pas sûre qu'on aurait réussi à faire exactement, la même, conférence, sur, une question, centrée sur la France, avec autant de détails et avec autant de diversité, d'historiographie. Alors je vais peut-être d'abord, relayer, une question qui a été, posée, qui m'a été posée, mais en fait que j'ouvre donc à tout le monde, de Anna Maria qui demande: «Depuis quand les femmes ont le droit de vote, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en France?» Voilà, est-ce qu'on peut relier, on va dire, les questions que vous avez abordées à l'accès aux droits politiques, dans ces 3 pays? Alors, c'est 1918 aux États-Unis ou peut-être 19. Hein, je ne suis pas spécialiste de l'histoire des. En tout cas, c'est juste après la Première Guerre mondiale pour les États-Unis, pour l'Angleterre. En 18, les femmes au-delà de 28 ans peuvent voter, mais il faut attendre, je pense, le 26 pour qu'il n'y ait pas cette restriction en fonction de l'âge qui n'existe pas pour les hommes. Évidemment, en France, c'est en 44. Alors, est-ce que c'est tentant de mettre les deux ensemble? Je pense que c'est évidemment, ça me frappe que l'éducation est presque toujours le premier combat féministe. Et donc, dans des pays où ce combat a été assez développé, ben, c'est peut-être pas si surprenant qu'on voit une similarité pour les Anglaises et les Américaines, et puis un retard en France où c'est finalement l'État qui agit beaucoup et l'État qui va freiner l'accès au vote. Alors, j'ai pas vu d'autres questions dans le chat, mais si, des personnes veulent s'exprimer, évidemment, la parole est libre. Sinon, moi, évidemment, j'ai des questions, mais je Moi, voudrais pas je veux oui. bien parler un petit peu parce que je suis Anne Popper, j'étais en train de taper ma question, mais je ne tape pas très vite. Mais en fait, ça s'adresse plutôt à vous, Mélanie, mais dans le prolongement de ce que Rebecca vient de dire, moi aussi, je me suis beaucoup interrogée sur ce retard considérable de la France. Moi, je suis médiéviste, hein, je travaille sur Christine de Pisan. Donc, en France, il y a des femmes très tôt qui se sont occupées de cette question de l'éducation des femmes. Et j'ai l'impression que le gros coup de frein pour la France, c'est la Révolution française, qui était une catastrophe pour le féminisme et l'éducation des femmes. Enfin, c'est l'écrasement de l'âme de gouge, et puis ensuite Napoléon, le Code Napoléon. Je pense que c'est là qu'on a accumulé plusieurs décennies de retard. Enfin, mais je suis pas du tout historienne. Est-ce que ça vous paraît voilà. Bah, je sais pas si je prends la parole, Rebecca, ou si vous voulez parler d'abord? Bah, allez-y, vous pouvez réagir. Hein, Oui, bah, par rapport à ce que vous dites, Anne, je pense en effet que l'effet, Révolution française, ne va pas forcément, dans le sens comment dire? D'une avancée en ce qui concerne, les droits des femmes. C'est notamment ce qu'a montré, Geneviève Fraisse, qui a travaillé sur le début du 19e siècle et si ma mémoire est bonne, elle travaille sur, le texte de Sylvain Maréchal, je crois, qui porte sur, l'interdiction d'enseigner la lecture, aux femmes et c'est là le paradoxe, parce que Sylvain Maréchal est à la fois un homme d'extrême gauche, si on peut le qualifier comme ça, pendant la Révolution française, et en même temps antiféministe, hein, clairement antiféministe dans ce qu'il écrit. Et puis, il y a aussi, pour rebondir sur ce que vous disiez, Rebecca, sur la question du droit de vote, il y a aussi quand même le fait qu'au 19e siècle, en France, à partir de 1848 et dans le sillage un peu lointain de la Révolution française, l'ouverture au suffrage universel
donc à tous les hommes. Mais la contrepartie, c'est que l'ouverture aux femmes est presque impossible. Alors que c'est vrai qu'en Angleterre, par exemple, il y a certains droits qui sont progressivement ouverts à certaines femmes, qui sont relativement riches. Mais là, si on veut faire l'équivalent d'un suffrage universel ouvert à toutes les femmes, le pas est immense. Et du coup, je pense que ça aussi, ça a tendance à, enfin, ça pourrait contribuer à expliquer le retard français sur cette question. Alors, mais moi, j'ai passé beaucoup d'années de ma vie maintenant à essayer de retrouver des femmes euh, des femmes un peu l'équivalent de ce que je vous ai présenté en Angleterre ou en Grande-Bretagne qui portent un discours contre le conservatisme du Code Napoléon, qui revendique une instruction plus sérieuse. Mais c'est vrai que comme ça reste des initiatives assez isolées, et il faut attendre que l'État généralise au moment des lois Ferry, création des écoles normales, création des collèges et lycées de jeunes filles. Et donc, du coup, il y a une configuration très différente en France où c'est pas où il y a des femmes évidemment très actives dans ces mouvements, mais c'est quand même l'État qui intervient, qui passe des lois, etc. Alors que tout ce que je vous ai raconté, ce sont des initiatives portées, bon, j'ai mis l'accent sur les femmes, mais elles sont souvent accompagnées par des hommes, dans des systèmes où l'État intervient beaucoup moins dans l'éducation, où l'éducation fait partie de la société civique, et les initiatives sont portées par cette société civile. Et ça, c'est vraiment une situation très différente avec la France. Ou même les figures qui, moi, m'intéressent, quand elles râlent auprès de l'État. C'est l'État qui doit faire ceci et cela, parce que c'est l'éducation, l'enseignement public va progresser parce que l'État intervient progressivement. C'est moins vrai si on regarde tout ce qui est enseignement plus professionnel ou technique, où l'État intervient très tardivement et où il y a des initiatives en amont, municipales en plus. Dans le chat, je vous informe, Rebecca, qu'il y a une discussion à propos de Condorcet sur le fait que Condorcet défendait évidemment l'éducation des filles et la question du fait que son message n'était pas majoritaire, et sans doute aussi la question de la postérité de ce type d'initiative, notamment avec la question de la Restauration, l'Empire, le Code civil. Donc, je ne sais pas si vous avez une réaction sur Condorcet. C'est évident qu'on peut voir, moi j'ai insisté sur Mary Wollstonecraft, mais Condorcet alors il a une tonalité moins féministe que Wollstonecraft, mais quand même il propose un argument par rapport à une éducation égalitaire entre les hommes et les femmes, avec toute une série d'explications, qui va s'appuyer sur le rôle de la femme dans la famille, de l'importance d'avoir une femme qui puisse accompagner un homme quand il se retire de la vie publique. Et dernier argument, parce que les femmes ont le même droit que les hommes à une instruction. C'est vrai, c'est extrêmement moderne, et ça ne sera pas entendu pendant très longtemps. Ouais, ce qui est intéressant, c'est qu'en travaillant sur des intellectuels, sur des femmes engagées à la fin du 19e siècle, quand j'étudie le regard qu'elles portent sur l'histoire, quand elles se présentent comme historiennes, Condorcet, il est inévitable en fait. C'est vraiment l'argument qui est utilisé par les féministes de la fin du 19e pour justifier l'éducation des filles et pour faire le lien entre l'action, on va dire, scolaire de la Troisième République et l'héritage de la Grande Révolution. C'est vrai que Condorcet est un maillon important, mais qu'il n'a pas eu de postérité directe dans le premier 19e siècle en France, il me semble. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou des réactions de la part de l'auditoire? Mais peut-être la situation anglaise et américaine est-elle éclairée par le protestantisme, forcément absent en France,
Et il me semble que cette dimension religieuse, ce qui n'entraîne pas nécessairement une pratique religieuse intense, peut éclairer ce rapport à l'éducation dans les pays protestants, et rapport qui est absent dans les pays catholiques comme la France, l'Espagne, l'Italie, que sais-je encore. Bah, c'est clair que les historiens du protestantisme nous informent très rapidement que tous ces réformateurs républicains, il y en a vraiment beaucoup qui sont des protestants, hein, que le protestantisme Absolument. est clairement Un un lien. creuset de la réforme scolaire en France. Et c'est vrai que tout le mouvement du réveil aux États-Unis, en Angleterre, est irrigué par les valeurs du protestantisme et un rapport à l'éducation, à l'instruction qui est extrêmement important. Alors, il y a quand même un réveil en France aussi, qu'on peut retrouver. Alors, on n'a pas l'habitude de voir ça comme progressiste, évidemment, en France, mais il y a quand même des figures du catholicisme et des femmes au sein des congrégations qui sont clairement aussi portées par cette même volonté de rénovation de l'humanité qui passe par l'instruction. Alors, le message extrêmement conservatrice, évidemment, il ne conteste pas la place des hommes et des femmes dans la société, mais dans le protestantisme aussi, on peut trouver tout à fait cette même idée, hein, les femmes qui sont pour le foyer, les hommes pour les espaces publics. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de travaux sur cette dimension plus... la manière dont les catholiques ont porté des réformes et développé l'enseignement pour les filles, pour des raisons qui sont évidemment assez liées à notre histoire républicaine, plutôt anticléricale lorsqu'il s'agit de parler de l'éducation. Alors, je vois que Gabrielle Houbre a levé la main pour intervenir, ce qui ne m'étonne pas sur cette question. Oui, elle a un bel article sur les demoiselles protestantes et catholiques. Tu mets ton micro. Je vais vous donner la main tout de suite pour pouvoir mettre votre micro. Si je vous retrouve, ça bouge sur mon écran et je ne vous trouve plus. Comment se fait-ce? Ah, mais vous êtes tout en haut, mais voilà pourquoi. Je vous cherchais en bas. Eh bien, hop, voici. Voilà, merci beaucoup. De J'étais rien. censurée. Je plaisante bien sûr. Bravo Rebecca pour cette conférence qui m'a appris beaucoup sur des régions que je connais un peu moins bien. Non, juste pour rappeler que le modèle éducatif protestant a été quand même pas mal discuté et des pédagogues protestantes comme Madame Necker de Saussure ou Madame Guizot ont commencé à avoir quand même pas mal d'audience dès la monarchie censitaire. On peut aussi rappeler quand même si c'est l'ouvrage formidable, enfin moi je le trouve formidable pour l'époque, hein, de l'essai sur l'éducation de Madame de Rémusat, qui quand même est assez proche sur certains points de la culture protestante, notamment sur le libre arbitre, et elle fait d'ailleurs une critique assez sévère du modèle éducatif catholique. Et à partir du Second Empire, le modèle protestant quand même est mis vraiment en balance avec le modèle catholique. Il y a énormément de discussions sur ce modèle protestant qui va finir par l'emporter d'ailleurs, difficilement, mais il finira globalement par l'emporter. Alors, si je peux juste compléter avec mon petit aperçu de mes travaux donc, au tournant du 19e et du 20e siècle, moi j'ai beaucoup de femmes engagées sur les questions d'éducation qui viennent en fait de religions minoritaires, que ce soit le protestantisme, je pense à Pauline Kergomar par exemple, je pense à Clarisse Coignet, ou que ce soit des juives aussi comme Mathilde Salomon qui est à la tête du premier lycée, si on peut dire, du premier établissement d'enseignement libre secondaire. Et alors, il y a évidemment toute la question du rapport à l'éducation,
qui entrent en ligne de compte, mais j'ai aussi lu des travaux qui me semblaient pertinents sur le fait d'être en situation minoritaire, dans le cas français, hein, puisque ce serait différent en Angleterre ou aux États-Unis, et le fait que notamment avec comment dire, un régime qui repose au moins en théorie sur la méritocratie et sur l'ouverture des places au concours, les personnes en situation de minorité, donc que ce soit les juifs ou les protestants, surinvestissent en fait ces nouvelles places qui leur sont accessibles avec le nouveau régime. Et c'est très très visible, notamment quand on regarde les travaux qui ont été faits sur les écoles normales supérieures de Sèvres ou de Fontenay, donc les grandes écoles de filles créées dans les années 1880, qui sont surinvesties par les juives et par les protestantes. Donc je pense qu'il y a aussi cette question de minorité-majorité qui joue aussi parfois dans le surinvestissement des opportunités scolaires ouvertes par le régime républicain en France à cette époque-là, en tout cas. Et donc là, je vois une question sur le lien entre les droits des femmes pour l'éducation et les droits des minorités noires aux États-Unis suite à l'abolition de l'esclavage. C'est vrai que je trouve que c'est vraiment aussi un élément intéressant commun dans les deux pays américains, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, le fait que beaucoup de ces femmes qui militent dans les premiers mouvements des femmes, dans des mouvements pour développer l'éducation des filles, sont aussi très engagées dans la question de l'abolition de l'esclavage. Donc, c'est des personnes qui sont sensibles aux inégalités de toutes sortes, hein, mais je pense que le fait d'être dans des réseaux qui œuvrent pour l'abolition d'esclavage, c'est aussi une forme de socialisation politique pour beaucoup de ces femmes qu'on voit moins dans le contexte français, ou en tout cas ça a été moins étudié, je ne connais pas trop ça. Et que je pense que l'une des choses qui me frappe quand je travaille, quand je regarde l'historiographie sur ces trois pays, c'est quand même le nombre de figures de femmes qui apparaissent en partie parce qu'elles ont publié, elles sont reconnues comme ayant été des actrices de l'histoire, alors qu'on en a quand même. Si je demande à mes étudiants de nommer des femmes qui ont œuvré pour l'éducation de tout ordre en France, peut-être pas Pauline Kergomar pour l'école maternelle surgira. Et s'ils ont suivi des cours d'histoire des femmes, peut-être Julie-Victoire Daubié. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'autres noms qui apparaissent, alors que la politisation du combat contre l'esclavage va donner, je pense, des moyens à ces femmes d'avoir un écho à leur combat beaucoup plus grand qu'en France. Mais c'est une hypothèse, je n'ai pas travaillé sur ça. Disons la question de l'éducation qu'on propose aux hommes et aux femmes noires aux États-Unis est vraiment très, très passionnant, parce que c'est vrai que celle dont je vous ai parlé, Mary McLeod Bethune, c'est aussi l'idée un peu comme avec les filles, c'est qu'une éducation pour les Noirs du sud des États-Unis, c'est pas la même éducation qu'on va proposer dans un seminary dans la Nouvelle-Angleterre pour des jeunes filles blanches des classes moyennes. Du coup, le contenu n'est pas le même. Il y a un axe sur tout ce qui est enseignement plus professionnel qui est tout à fait revendiqué et qui fait partie aussi des revendications du côté de l'enseignement des garçons. Et du coup, un enseignement qui n'est pas du tout égalitaire par rapport aux classes sociales, par rapport à la couleur de sa peau, quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques de la part des auditeurs?
Alors, en attendant que de nouvelles questions se fassent jour, je me permets de vous en poser une, Rebecca. Vous avez parlé donc de la question des blue stockings, les bas bleus, donc avec l'exemple anglais. Alors, moi aussi, j'ai croisé ce terme en français, donc ce qui montre qu'il y a bien des circulations même sur le vocabulaire employé. Je me demandais si, à l'époque dont vous nous parlez, le terme est utilisé en anglais de manière péjorative. Parce qu'en français, en fait, le bas bleu, c'est quasiment, enfin, c'est une insulte. Je me demandais s'il y avait eu, au moment de la circulation en France, ça s'était chargé négativement, c'était devenu synonyme de femme savante, ou si c'était déjà le cas en Angleterre. Alors, je ne suis pas du tout spécialiste du XVIIIe siècle anglais, mais ce que j'ai pu lire, et j'ai mis une couverture d'ouvrage sur la question, je pense qu'il y a à l'origine, c'est un qualificatif qui est plutôt dans l'informalité, hein, et qui n'est pas porté de connotations très négatives, mais assez rapidement, on voit des pour et des contre, hein, et même Hannah More va se moquer, hein, des Blue Stockings tout en faisant partie, hein, de ces mêmes groupes. Et donc le fait est, c'est pas qu'en France où on se moque des femmes savantes, hein. C'est clair que mais je crois que la teneur du discours sur les bas bleus en France est quand même particulièrement raide, hein, à commencer par Deumier, quoi. Il a une série de caricatures contre les bas bleus qui est quelque chose, hein. Alors, il y a Anne Popper qui a levé sa main. J'avais pas vu. Je me suis posé la même question sur les bas bleus. J'ai vite regardé dans le Robert historique que j'ai toujours sous la main dans mon bureau. Et effectivement, donc c'est un terme, comme vous l'avez très bien dit, Rebecca, qui est apparu en Angleterre, mais qui s'appliquait d'abord à un homme, un monsieur qui portait des chaussettes bleues au lieu de porter des bas de soie. Donc on trouvait, voilà, pour marquer le côté informel dans la participation aux réunions. Et effectivement, il semblerait que, alors ça a pris assez vite une connotation péjorative pour s'appliquer aux femmes à prétention littéraire. Mais en fait, quand il est passé en France, il est resté beaucoup plus longtemps en France. Il a eu beaucoup plus de succès ensuite en France. Le terme s'est un peu éteint apparemment, enfin, d'après ce que dit Alain Ray, hein, ça se serait un peu éteint en France, mais et ça a été repris sous la forme française en anglais après, alors qu'au départ c'était Blue Stockings, et après on trouve bas bleu, c'est vrai, en Angleterre, enfin si j'ai bien compris, là j'ai vraiment à très grands traits, mais en France, il y a encore, moi j'ai trouvé ça aussi avec ma Christine de Pisan, alors son nom m'échappe, enfin, un des grands maîtres de l'histoire littéraire au XIXe siècle qui dit qu'elle est la première de cette insupportable lignée de bas bleus, enfin bon, le terme méprisant pour les femmes intellectuelles. Voilà, pardon pour cette interruption, voilà. Mais j'en profite pour vous dire merci beaucoup Rebecca, c'était passionnant. Moi, j'ai une hypothèse que, étant donné la place du savoir en France et la vision de l'importance du savoir, du coup, ceux qui s'arrogent le savoir ou qui usurpent dans les yeux de certains le savoir, c'est beaucoup plus violent en France. Que aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre, où il y a le savoir, le littéraire n'a pas ce même statut, hein, et donc ça ne me surprend pas que la connotation du bas bleu soit finalement dominant. Un bel objet de recherche si ça n'a pas été fait, hein, une histoire transnationale du bas bleuisme. Alors, y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions?
Alors pour ma part, j'avais aussi une remarque, Rebecca. Vous avez parlé des différentes universités américaines qui avaient été pionnières, soit des universités non mixtes ouvertes aux femmes, soit les premières universités mixtes. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les circulations qu'il a pu y avoir en France? Parce que moi, j'ai eu l'impression que à travers les congrès internationaux, les voyages d'études de différentes, enfin de français, ça avait quand même joué un rôle dans l'argumentaire en faveur de la mixité, à la fois de l'enseignement secondaire, de l'entrée aussi des étudiantes. Enfin, j'ai eu l'impression que les États-Unis avaient joué un rôle de modèle quand même international et particulièrement aussi sur la France. Alors, il y a beaucoup disons, des visiteurs, des missions éducatives, pédagogiques qui vont regarder les établissements. Il y en a beaucoup tout au long du 19e siècle, mais ça s'accélère dans la deuxième moitié du 19e siècle. Il y a pas mal il y a Maria Montagutelli qui a publié un livre qui est vraiment, qui donne des extraits des voyageurs français quand ils vont regarder ce qui se passe aux États-Unis. Alors, ces établissements non mixtes, ça fascine, mais on a tendance, alors ça dépend du voyageur, hein, mais on a tendance à considérer que c'est pas si sérieux que ça, parce qu'en fait, aux États-Unis, il y a ce système à double étage, c'est-à-dire on fait des études supérieures, mais sans professionnalisation, et ensuite, si on veut devenir médecin, etc., on fait des études après. Mais la plupart de ces colleges, à l'origine, ils n'ont pas la possibilité de faire un doctorat. Donc, c'est pas considéré comme des universités puisqu'on ne peut pas avoir un doctorat. Et donc, on trouve ça curieux, intéressant, avec des femmes très, très éduquées, mais c'est un peu un pis-aller. Disons, c'est vraiment une structure qui n'existe pas en France. Hein. Le fait que c'est comme si on s'est arrêté à la licence sans que la licence soit vraiment très importante à l'époque. Et la mixité, on constate que la mixité, ça marche aux États-Unis. Alors, ça marche dans les lycées et on conclut que c'est pas du tout possible en France parce qu'on a des mœurs qui permettent pas de mettre des adolescents, hommes et femmes ensemble. Mais j'ai moins travaillé sur la comparaison au niveau de l'enseignement supérieur et je suis pas certain qu'il y ait une vision très partagée parce que c'est tellement hétérogène, hein, le paysage de l'enseignement supérieur aux États-Unis. Bon, encore aujourd'hui, les commentaires, on a tendance à connaître les très grandes universités privées, hein, et ne pas connaître les universités d'État ou ceux qui sont vraiment très, très spécifiques. Donc, je ne suis pas certain que ça ait eu un impact autre que rhétorique pour défendre un point de vue. Mais c'est vrai qu'en France, on discute un peu de l'idée de créer une université de femmes, mais c'est jamais vraiment très sérieux. Hein. Et c'est clair que par rapport à l'accès au professorat, avoir des établissements de femmes, c'est un sacré coup de pouce pour beaucoup de ces femmes. Hein. Et qu'on soit encore en 2021, on va faire le pourcentage de femmes professeurs dans des universités alors que les étudiantes, on est autour de 2/3 des étudiantes dans les universités. Ça montre bien qu'il y a eu, ça a joué un frein assez important. Ceci dit, je ne connais pas les chiffres en Angleterre et aux États-Unis et ça serait difficile de les établir. Alors, y a-t-il des réactions avec la perspective ultra contemporaine que vient d'ébaucher Rebecca? On entre là dans les questions politiques glissantes.
Alors, s'il n'y a pas de réaction, moi, j'avais quand même aussi une remarque par rapport à ce que vous avez dit dans votre conférence au sujet de la manière dont les féministes, en fait, quelles qu'elles soient, anglaises, américaines, font attention systématiquement dans leur discours à ne pas effrayer. En fait, elles intègrent le contre-modèle de la femme savante, du bas bleu, et elles l'intègrent systématiquement dans leurs argumentaires pour se légitimer en fait et pour éviter d'être accusées de détourner les femmes de leur destin. Moi, j'ai aussi vu ça très fréquemment à la fin du 19e, au début du 20e siècle français. J'ai l'impression que c'est une constante. Je ne sais pas si on arrive au même constat là-dessus. Moi, disons, c'est un peu à ça que je pensais en donnant comme titre les combats de l'ombre, parce que je pense que de fait, l'affichage public est très souvent très maîtrisé, pas du tout menaçant, qui va dans le sens de ne pas rompre les rapports entre les sexes. Et dans le cas anglais et britannique, où pendant très longtemps, ces établissements, il faut une clientèle pour survivre, et donc il faut que les familles soient prêtes à payer pour faire ces études. Donc on ne veut pas effrayer sa clientèle. Disons, il y a peu de parents qui veulent former une jeune fille révolutionnaire. Donc, c'est évident que les pédagogues ont tendance à avoir un discours qui nous paraît pas très féministe. Et je pense que ça a joué aussi dans le fait que quand on a fait l'histoire du féminisme en France, on ne voit pas beaucoup de pédagogues dans ces histoires-là. Et moi, ça m'a frappé quand j'ai discuté avec Christine Barr, quand elle a travaillé sur les féministes dans la période de l'entre-deux-guerres. Il n'y a presque rien sur l'éducation, alors qu'il y a des combats pour l'éducation dans l'entre-deux-guerres, mais qui paraissent pas très féministes, quoi. Parce que le combat là, c'est quand même d'avoir le suffrage, et bon, l'éducation, disons, c'est à peu près acquis, quoi. Ça rejoint la question que vous posiez sur l'économie domestique. C'est vrai Ouais. que quand on voit des femmes pédagogues qui se revendiquent féministes et qui en même temps réclament que les filles soient formées à l'économie domestique, c'est vrai que pour des oreilles contemporaines, c'est un peu difficile à comprendre. Ouais, exactement. Ouais. L'économie domestique qui va intégrer l'enseignement supérieur aux États-Unis. Hein. Donc l'une des voies de professionnalisation très clairement pour les femmes américaines. Hein. Et juste pour rebondir sur ce que vous disiez, est-ce que, quand apparaît du coup la revendication de l'instruction des filles pour elles-mêmes? C'est-à-dire, non pas pour être de bonnes épouses, pour être de bonnes mères. C'est quoi? C'est la deuxième vague féministe? C'est après la Seconde Guerre mondiale? Est-ce que vous auriez une idée? Je pense qu'on le voit à toutes les époques chez les penseurs les plus critiques. Hein. Condorcet le dit en 1791. On peut le voir souvent dans des écrits non publiés, mais c'est vrai que C'est pas majoritaire. oui, et il faut. Et là, je saurais moins dire, hein, pour les pays dont j'ai parlé, là, oui, parce que du coup, je lis les autres et je lis les choses publiées, je connais moins les archives. En France, quand même, on voit un désir d'éducation pour soi qui paraît clairement au début du XXe siècle, dans la période sur laquelle vous travaillez, hein, il me semble. Il y a l'idée qu'on a un droit, comme femme, être humain, avoir un enseignement qui nous ouvre l'esprit. C'est toute la tension entre ce que vous disiez au début de votre conférence sur le fait de se présenter comme mère pour pouvoir intégrer la nation et en même temps l'universalisme en disant on est être Ouais, humain. ouais, ouais, ouais.
Alors, je vois qu'il est 18h, j'imagine tous ces petits carrés noirs rêvent d'aller profiter du soleil encore 1 heure avant le couvre-feu, non? À moins qu'il y ait d'autres questions, mais Mélanie, vous et moi, on peut continuer à dialoguer. Ah, mais en fait, j'ai épuisé mes questions, donc ça tombe parfaitement bien. Je pense qu'effectivement, vous avez bien vu qu'au niveau de l'horaire, on est bien là pour libérer tout le monde. Donc moi, je suis, pour ceux qui ne m'avaient pas connue encore, je suis Lara Marciano, je suis chargée de communication. J'accompagne la mission égalité sur l'organisation de ce mois des égalités qui prend fin aujourd'hui. Et je remercie encore Mélanie Fabre et Rebecca Rogers pour cette très belle conférence qui clôture ainsi notre mois des égalités.